Bonjour, je suis John Allure pour Québec-Sic et voici Tracy. Bonjour, hi, je suis Tracy Wing pour Québec-Sic. Sommes-nous déjà arrivés? Pour ceux d'entre vous qui viennent d'arriver sur ce site web, balado, YouTube, peu importe la plateforme, voici ce que nous avons jusqu'à présent. Je veux aussi vous mentionner que moi, je fais juste la narration des histoires. C'est John Allard qui fait les recherches et qui fait la production de les textes. Alors, il nous a fait 12 chapitres. Les histoires sont toutes interreliées et dans certaines de ces histoires, les histoires sont reliées. Le récit se concentre sur une région du sud-est du Québec connue sous le nom de les Cantons de l'Est, que John appelle Québexico. C'est une étiquette donnée au Québec par des policiers qui ne sont pas de la province. Elle est censée impliquer une sorte d'exotisme sombre. Il y a aussi des sous-entendus insultants, laissant entendre que la région ressemble à un trou perdu du tiers-monde. Et voici les épisodes en ordre de diffusion. Québexico, Folie à deux, Seco, Les moteurs de Sherbrooke, Dirty Reich, Père Jean Salvaille, le curé motard de Sherbrooke, La nuit des longs couteaux, Teresa Allard, mise à jour, L'affaire Manon Dubé, mise à jour, Louise Caméran, mise à jour, et le meurtre de Roland Giguère qu'on a fait la semaine dernière. Alors aujourd'hui, on vous présente Entr'actes. Alors c'est l'intervalle un entre-deux, si vous voulez. Dans les premiers épisodes, nous apprenons que les cantons étaient autrefois un endroit idyllique, mais que cela a changé avec l'arrivée des bandes de motards et du crime organisé à la fin des années 60. Les motards ont trompé les autorités locales en leur faisant croire qu'ils n'étaient qu'une bande de bousseux qui voulaient qu'on les laisse tranquilles. Ils ont obtenu le soutien de la police et de l'Église catholique et ont même persuadé les politiciens locaux de leur fournir des fonds gouvernementaux. Ça, avant que tout le monde ne se rende compte qu'une fois que le cheval a franchi les portes de la ville, on ne peut plus le faire sortir. En 1968, la ville de Sherbrooke, la municipalité d'ancrage des cantons de l'Est, a enregistré qu'un seul meurtre. En 1974, les rues du centre-ville de Sherbrooke étaient le théâtre de guerres de motards et de meurtres. Ce qui a rapidement suivi, ce sont les homicides commis par des étrangers et les meurtres sexuels. Nous avons donc dressé un profil des trois affaires non résolues de la fin des années 1970. Louise Caméran, Manon Dubé et Teresa Allard. Et, en cours de route, nous avons parlé d'un autre type de meurtre, l'assassinat de Carole Fecteau, âgée de 18 ans. John a été prudent à propos de cette affaire, mais nous allons nous y plonger dès le mois d'avril. C'est une affaire fascinante car elle semble être un hybride entre l'activité des moteurs des débuts des années 70 et des meurtres et agressions sexuelles qui ont commencé à se manifester à la fin de la décennie, faisant le lien entre les deux mondes de cette histoire. John a récemment discuté avec des policiers de l'évolution des meurtres sexuels. Il lui expliquait comment les premières violences ouvertes à l'encontre des femmes, comme le viol collectif perpétré en 1973 par 11 membres des Gitans, semblaient s'arrêter à la fin des années 70. Pas entièrement, on va y revenir un peu plus tard. Lorsque les délinquants ont découvert que le fait de ramener les femmes dans les discothèques
et de les soumettre à des agressions sexuelles et à des humiliations massives, c'était pas toléré. Ils ont adapté leur comportement. C'est ainsi qu'a commencé l'ère du meurtre des victimes pour les faire taire, du dépouillement de leur identité, comme sac à main, portefeuille, et de l'élimination des corps dans les lieux éloignés. Il s'agit également d'un laboratoire d'écriture pour John, un moyen d'élaborer ses découvertes et ses idées. Vous pourriez vraiment prendre n'importe quel épisode et le placer dans un ordre différent. Si vous aimez la chronologie, le meurtre au Fort Kentucky aurait pu être placé beaucoup plus tôt dans le récit. Mais John se dit, il suffit d'écrire quelque chose, vous pouvez vous inquiéter plus tard que ce soit de la merde. Notre première histoire, Québexico, l'histoire d'une bande de motards de Montréal qui récupère un avion militaire qui s'est écrasé dans le lac Memphremagog. Si vous posiez la question « Qu'est-ce que ça fait là? » ben vous n'êtes pas seul. Puis John, lui, il connaît pas la réponse. Un lecteur s'est vraiment énervé contre John à ce sujet. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. John suppose qu'il a vraiment aimé cette histoire parce qu'elle lui a été racontée par un monsieur du coin, lorsqu'ils prenaient un bol de café ensemble. John aimait aussi cette idée d'essayer de faire atterrir un avion avant même de savoir où va l'histoire, avant même d'avoir appris à le piloter. John essaye aussi de faire un clin d'œil à Solomon Gertzky Was Here, le roman de Mordecai Richley sur la famille Bronfman, le trafic d'alcool, la contrebande et un accident d'avion fatal. Voici une partie du paragraphe d'introduction. Un matin, pendant la vague de froid record de 1951, un grand oiseau noir menaçant, comme on n'en avait jamais vu auparavant, s'est envolé au-dessus de la ville industrielle de Magog, près de la frontière du Vermont, plongeant à plusieurs reprises. Luther Hollis a abattu l'oiseau avec son Springfield. Puis, les hommes ont vu un attelage de 12 chiens jappants émerger du vent et des neiges tourbillonnantes du lac Memphremagog gelé. Remplacez les chiens par l'homme de Georgeville, Réal Bernet, et sa motoneige, et vous obtenez l'ouverture de Québexico. John doit nous dire que le même type qui lui a raconté cette histoire l'a aussi raconté l'histoire des hommes du poulet frit Kentucky et du meurtre de Roland Giguère. Et, comme pour l'histoire de Québexico, John l'a à peine cru quand il lui a raconté. 3 hommes qui ont commencé à franchiser le poulet frit Kentucky dans les cantons, ça semblait être une histoire à dormir debout. Mais, comme pour l'avion militaire récupéré par des motards, quand John a voulu vérifier les faits, c'était exactement comme il lui avait dit. Les petites villes ne devraient vraiment pas garder leurs secrets. Ces histoires somptueuses et sauvages. John aime visualiser les informations avec l'aide de cartes routières. La première carte que John a utilisée était une vieille carte routière d'un Esso du sud-est du Québec. Il l'avait accrochée à son mur au travail et il utilisait des épingles pour marquer les emplacements. Cette carte est devenue la base de la première carte élaborée par Kim Rosmo pour établir le profil géographique de 13 points de données pour les cas de Louise Caméran, Manon Dubé et Teresa Allard. Puis en passant, si vous avez des vieilles cartes routières, partagez-les avec nous. La démonstration de ce dont je vais vous parler maintenant se fait de manière interactive. Je vais essayer de vous le montrer à l'aide de captures d'écran, mais vous voudrez peut-être aller sur la chaîne YouTube John Allard, ou vous pouvez aussi aller sur le site web theresaallard.com, TheResaallore.com.
Ça va vous aider avec l'explication de l'utilisation des cartes pour John. Alors, puis pour nous, les résidents de l'Estrie, on connaît nos routes, surtout nos routes des petits villages, plein de chemins de terre. C'est sur les chemins de terre qu'on apprend à conduire bien avant l'âge permise. Je me souviens, moi, avoir 14-15 ans, et chez nous, on fêtait le jour de l'an avec la famille de ma mère. Ma mère vient de la Beauce, Frampton, pour être plus précis. Ses parents ont eu 10 enfants. Alors, le jour de l'an, c'était le party. Et moi, à 14-15 ans, j'ai dû conduire mes parents à la maison à plusieurs reprises. Alors, c'est sûr que je devrais prendre les petites routes, les chemins de terre. Et mes amis et moi, quand nous avons eu nos permis, les petites routes étaient notre terrain de jeu. Il n'y a pas de police sur les routes secondaires. Je parie qu'il y a au moins 5 façons différentes d'aller de Stansted à Sherbrooke, même aujourd'hui sans toucher à une seule route pavée. Imaginez-vous il y a 40-50 ans. John conserve une carte numérique principale des géo-informations. Il ne trace pas tout, seulement les éléments importants. Il tient également à préciser qu'il n'est pas un génie de la cartographie. Il existe des moyens plus efficaces et plus sophistiqués de représenter les informations, mais c'est ce qui fonctionne pour lui. La carte principale est simplement une version plus détaillée et interactive de la carte de Rosmo, mais John y a ajouté des informations au fur et à mesure de leur découverte. Depuis qu'il a recommencé cette année avec une nouvelle perspective sur Sherbrooke et d'autres événements pertinents, il a ajouté une nouvelle couche à la carte. Voici quelques éléments intéressants qu'il a découverts en faisant l'inventaire. Vous avez peut-être déjà relié certaines de ces idées, mais il est toujours intéressant de les visualiser. Alors, si vous êtes sur la chaîne YouTube, ou vous pouvez aussi aller voir les images, comme je vous ai dit, sur le site web de teresaallard.com. Vous pouvez voir l'emplacement du restaurant Charles et chez Robert Disco. Pour John, il est intéressant qu'il se trouve entre l'hôtel Georgian et le Lion Pub. Teresa fréquentait le Lion. Louise Caméran était connue pour fréquenter le Georgian. Et en plein milieu, nous avons cet établissement qui, nous le savons, était fréquemment la cible de descentes de police, Disco Bob's. Notez également que le coin de la rue College et de la rue Queen, puis ici c'est marqué la route 143, alors des fois on oublie souvent que la rue Queen en fait la route 143, comme la rue King est la route 112. Alors, ce lieu a été le lieu de diverses agressions sexuelles à la fin des années 70 et au début des années 80. Notez également la rue Speed, le site de la cantine originale de Douglas Patrick. Cette deuxième carte marque la proximité dans laquelle Luc Grégoire et Carole Fecteau vivaient. Et nous savons d'après le SECO qu'il y avait un bunker, un clubhouse Atom sur la rue Wellington, mais l'emplacement exact n'est pas connu. Cette troisième carte est intéressante. John sait que depuis longtemps que les hussards de Sherbrooke étaient situés sur la rue Belvedere, mais ce qu'il ne savait pas, est encore une fois, c'est dans le rapport de SECO, c'est que les gitans MC était juste à côté des hussards, à leur clubhouse au 584 rue de Montréal. Ceci est également intéressant. John savait que Luc Grégoire avait déjà commis un vol à une station de service sur la route 143. Alors, la route 143 devient aussi la rue Wellington. Quand il l'a tracé, il est tombé exactement sur l'itinéraire de fuite proposé par la Tribune dans l'affaire Manon Dubé. Enfin, il y a la maison d'enfance de Luc Grégoire, la rue Delorme, dans le sud-ouest de Sherbrooke.
Nous avons déjà discuté du fait que Louise Caméran a également grandi dans ce quartier, à quelques rues de Luc Grégoire. Ce que John ne savait pas, c'est que le meurtre de Roland Giguère en 1968 s'était produit dans le même quartier, à son domicile au 1060 rue Jeunesse. Il ne s'agit pas de suggérer un lien entre ces cas. Luc Grégoire aurait eu 8 ans en 1968 et Louise Caméran aurait eu 11 ans. Faire une telle suggestion, c'est passer à côté d'un point plus important. En tant qu'enfant, Louise Caméran et Luc Grégoire connaissaient sans doute la famille Giguère. Ils ont peut-être joué avec leurs 6 enfants. Ils auraient été au courant du meurtre de 1968 et ils auraient probablement été traumatisés par cet événement. Parce qu'on le sait aussi dans ces années-là, on ne parlait pas de ça avec nos parents. C'était vraiment, on vivait dans nos bulles. En anglais, on dit don't ask, don't tell. C'est vraiment de vivre dans le néant. C'est une façon de se protéger. Alors, il ne fait aucun doute que toute une génération de Sherbrookeois a été mentalement affectée par cet événement et d'autres événements violents qui ont eu lieu à cette époque. Et vous, mes chers amis, quels sont vos souvenirs de cette époque à Sherbrooke? Nous aimerions bien ça que vous les partagiez avec nous. Là où il y a erreur, apporte la vérité. Je devrais dire que John nous a laissé 2 fois les choses en suspens, sur Jean Charland et Carole Fecteau. John nous a déclaré que Carole Fecteau était une trafiquante de drogue, âgée de 18 ans du quartier King et Wellington, que son corps a été découvert, nu, dans un ruisseau, à East Hereford, au Québec, en juin 1978. Jean Charland était un bandit, un gitan qui a eu des démêlés avec la justice toute sa vie, et dont on se souvient surtout pour son rôle dans les meurtres en juillet 1978 du trafiquant de drogue de Sherbrooke, Raymond Grimard, et de sa maîtresse de 20 ans, Manon Bergeron. Nous avons maintenant atteint le point où il y a suffisamment d'informations de base et on va pouvoir vous raconter l'histoire de Jean Charland et Carole Fecteau. D'un point de vue plus général, John peut nous dire que certains de ses travaux sont effectués pour guider la police dans ses enquêtes. Ce n'est pas de la science infuse. En ce qui concerne le meurtre de Roland Giguère en 1968, nous savons qu'un suspect d'une 60aine d'années a été interrogé dans les années 2000. Et nous avons discuté dans Folie à deux de la façon dont un délinquant plus âgé a pu servir de mentor à un ou des délinquants plus jeunes dans certaines des affaires des années 70. Et il y a une famille liée à 2 meurtres sur plusieurs générations, les Charland. Il n'est pas nécessaire d'être Sherlock Holmes pour comprendre que la Sûreté du Québec pourrait vouloir examiner le dossier de Roland Giguère. Peu importe qu'il relève de la compétence de plusieurs organismes, la SQ et le service de police de Sherbrooke. Mais il pourrait très bien y avoir des réponses au dossier que la police essaie de résoudre dans la belle région des cantons de l'Est. Et là, comprenez-vous la motivation de John? J'aimerais vous remercier pour votre écoute et sur ça, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je suis Tracy Wing pour Québec-Sic. Encore une fois, merci d'avoir écouté aujourd'hui. Si vous avez des informations pour aider à résoudre un crime, contactez la Sûreté du Québec à 800-659-4264 ou par courriel CIC à commercial sûreté.qc.ca.
C'est tout pour aujourd'hui. Nous sommes Québec-Sic. Au revoir.
I've left things twice now unresolved with these cliffhangers about Jean Charlin and Carol Fecteau. I've stated that Fecteau was an 18-year-old drug runner from the King and Wellington area, whose body was discovered naked in a stream in East Hereford, Quebec in June 1978. Charlin was a small-time hoodlum, a gitan, in and out of trouble with the law all his life, who is chiefly remembered for his part in the July 1978 murders of Sherbrooke drug dealer Raymond Grimard and his 20-year-old mistress Manon Bergeron. And I'd say we've now reached the point where you have enough background information, and I can tell you this really good story about Jean Charlin and Carol Fecteau. Certainly those of you with, with a comprehension of French and some librarian skills can jump ahead and learn these stories. And if you figure out exactly what's going on and the meaning of them, please let me know, because I've been studying them for years and years and I still quite can't figure out what the hell was going on in 78 and 79 regarding these murders. From a broader perspective, I can tell you that some of this work is being done to guide police in their investigations. This is not rocket science. Regarding the 1968 murder of Roland Giguère, we know that a suspect in his 60s was interviewed in the 2000s. And we have also discussed in Folie à Deux how an older offender may have mentored a younger offender or offenders in some of the cases in the 70s. And there is a family tie to two murders that span generations, the Charlins. So you don't have to be Sherlock Holmes or anything to realize that the Sûreté du Québec might want to examine the file of Roland Giguère. Never mind that it crosses agency jurisdiction, the SQ and the Sherbrooke police. Giguère is not your case, but there very well may be answers there to the cases you are trying to solve in the region. Get it? This is who killed Teresa. If you like the podcast, please go to the website, teresaallore.com, TheresaAllore.com, and support us by following us on social media, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. You can subscribe to the YouTube channel. You can subscribe to the Substack account, get a monthly newsletter and all kinds of updates on things that we don't cover here. And then you can spread the word and support us that way. It's always appreciated. Give us a review on iTunes. I think it's the best platform. I got a particularly nasty review last time. I also got a really good one, but imagine you always focus on the bad. It's all relative, and none of it really matters. But it does matter. I want you to give it a good review and like it. Particularly right now, it would really help. So I'm not going to soapbox that much longer. You know the spiel. You know how it works. Help us out. And that's it. I'm going to book on out of here because it's going to be a great day. And I'm John Allure. And this has been Who Killed Teresa. And you have yourselves a great, great day.